Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le gouvernement avoue son échec après les révélations fracassantes d'Equinox Télévision sur les défaillances, les dysfonctionnements et la discrimination dans le processus de prise en charge gratuite des Camerounais sur un bateau médicalisé accosté à Douala, inquiet de l'impopularité grandissante de cette opération humanitaire. Le gouvernement vient de céder à la pression des milliers de malades laissés pour compte et ignorés lors de la sélection initiale des bénéficiaires de cette initiative. Désormais, 12 000 patients sont susceptibles d'être pris en charge de façon gratuite. Cette annonce gouvernementale et bien d'autres sont décryptées dans ce journal. Des Camerounais ne vont plus consommer l'eau de la CDE en 2018. Avant son départ pour l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le chef de l'État exige qu'un cabinet d'audit accélère la clôture du contrat d'affermage avec des Marocains, actionnaires majoritaires de l'entreprise de distribution de l'eau au Cameroun. L'annonce de la reprise de ce service par Camwata augure-t-elle la disponibilité d'une eau de qualité pour le plus grand nombre des Camerounais? Analyse et décryptage à suivre dans le chapitre économie de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette consternation dans un marché situé dans le 3e arrondissement de Douala, où une commerçante a été retrouvée morte dans des circonstances troubles. Des témoins affirment qu'elle a été transpercée par un objet non identifié. D'aucuns l'attribuent à une balle perdue qui a ôté la vie à cette commerçante. Son corps a été placé à la morgue de l'hôpital de Lokbaba et une enquête ouverte par la gendarmerie. Le récit des faits avec Donald Anouzwa. Au marché Niala-Château, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, un comptoir est vide. L'occupante a été brutalement arrachée à la vie par une balle qui serait partie d'un champ de tir situé non loin de l'espace marchand. Les commerçants, encore sous le choc, décrivent les circonstances du drame. Dans l'intervalle 8h-9h, la dame était assise sur son comptoir. Là, on discutait par rapport au nettoyage du marché. Subitement, on a entendu un bruit, comme un compteur qui a pété. Oui, un compteur qui a lâché. On a seulement entendu un bruit, un violent bruit. Tac. Après, les voisines ont crié que le courant a pété. C'est quand on regarde, on voit sur l'endroit, il n'y a pas de courant ni de compteur. Subitement, on a vu la dame s'écouler, elle se tordait, en arrêtant l'épaule droite. Bon, oui. Et sa voisine, sa collègue, lui l'a emmené derrière pour la faire asseoir. Le sang est saigné. C'est là où directement on l'a emmené à l'hôpital. Bon, il se peut qu'arriver à l'hôpital, elle a rendu l'âme. Bon, maintenant après avoir observé, on a vu qu'il y a un trou là. Ça veut dire qu'elle a reçu une balle perdue. La suite des témoignages renseigne que l'arrivée des balles perdues est récurrente en ces lieux. L'année passée, on a ramassé plus de 50 balles dans le quartier. On a même une de nos consoeurs qui a été blessée sur un moteur en train de marcher Sandaga, donc au niveau du rail. Bon, la semaine passée, il y a même un Benskiner qui a eu un coup de balle perdu là au carrefour du château, donc tout dans le marché. Les commerçants, quasiment incontrôlables, expriment leur ras-le-bol face à la mort de l'un des leurs. Du côté de la famille de la défunte, l'on est inconsolable. Du moment où j'ai appris le décès de ma grande soeur, j'étais à mon service, j'ai couru rapidement ici à Lokbaba, où le corps était dans la morgue. Bon, d'après ce que j'ai suivi des uns et des autres, on a fait commencer une balle perdue qu'il a pris au niveau du cou. Le corps de la défunte a été gardé à la morgue de l'hôpital de district de santé de Lokbaba et une enquête ouverte par la brigade de Bako Koyassa pour déterminer les circonstances exactes de la mort de l'infortunée commerçante. Bafoussam était en ébullition ce jeudi matin. Des centaines de mototaxis ont paralysé le chef-lieu de la région de l'Ouest pour manifester leur colère contre les arnaques des agents municipaux et d'autres abus dont ils disent être victimes sur la voie publique. Reportage d'Alastiana et Jean-Paul Chouniat. Quelqu'un qui ne peut pas dire son nom m'arrête jusqu'à... Je le supplie pour lui donner l'argent.
Ce coup de gueule est un exemple d'expression du ras-le-bol des mototaximens de Bafoussam. Très remonté, ils manifestent devant l'hôtel de ville, paralysant durant des heures la circulation au rond-point finance. Tous disent stop aux arnaques et abus des agents de la communauté urbaine. Tu demandes qu'est-ce que vous voulez, demande que veulent les papiers. Nous on les présente les papiers jusqu'à eux signe que sur la moto qu'ils veulent de l'argent. Nous on les donne parfois les 5 000, parfois les 3 000 francs. Ils se comportent comme s'ils sont peut-être au-dessus de la loi. Tu portes un client, tu me lances librement avec le client. Peut-être une grand-mère comme ça là. Tu regardes, vous devez la grand-mère, justement les gars de la mairie sont portés, ou bien même qui a une grand-mère sur la moto là. Hein? Donc sans motif même. En croire ces Ben Skinner, les agents de l'hôtel de ville se comporteraient en agresseurs, travaillant même en dehors de leurs prérogatives et les heures de service prévues par la loi. Nous, on ne veut plus regarder la mairie parce qu'il est inadmissible qu'un monsieur de la mairie te demande la carte d'identité comme s'il était un policier. Même si ce n'est qu'à 5 heures, les gars vont te prendre. Et je ne vois aucune structure ici au pays qui ouvre à 5 heures là. Ils te prennent à l'aise, n'importe quelle heure, c'est 5 000. Pendant c'est comme ça, les gens se m'emploient pour venir en enquête les gens dehors. C'est pas bien, c'est ça qu'on ne veut plus. Nous on travaille quoi pour prendre notre argent. Et quand ils prennent même de l'argent, ça n'arrive pas ici. Ça cache dans les poches, ce n'est pas normal. Les manifestants déplorent tout aussi l'ignorance du code de la route par ces agents municipaux, visiblement plus occupés aux raquettes qu'au contrôle des taxes de stationnement et impôts libératoires. Nous on n'a que les plaques d'interdiction partout. Il n'y a aucune plaque qui autorise. Puisqu'on les met sur le terrain, ils ne connaissent pas un sens interdit. Donc ils aillent aussi à l'auto-école pour comprendre, pour savoir ce que c'est qu'un sens interdit. À Baganté, vraiment partout. Dans tous les rendez-vous, il y a des stationnements. Mais ici, il n'y a pas. Au moment de notre départ, le préfet de la MIFI, en compagnie de quelques représentants des mototaximens, était en pourparlers avec Emmanuel Zété, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam. Et pour calmer l'esprit surchauffé de ces conducteurs de mototaxi, une concertation s'est tenue à la communauté urbaine de Bafoussam. La situation est revenue à la normale. Le préfet de la MIFI compte tenir une réunion avec le leader de ce mouvement d'humeur, rencontre prévue mercredi prochain à la préfecture du côté de Bafoussam. Paul Biya est attendu à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le chef de l'État et son épouse Chantal Biya ont quitté Yaoundé ce jeudi matin dans la suite du couple présidentiel. Une délégation de 9 personnalités, parmi lesquelles un seul ministre du gouvernement Yan, à savoir le jeune Bela Mbela, chargé des relations extérieures, 2 chargés de mission à la présidence de la République, accompagne Paul Biya à l'ONU. Il s'agit de Amadou Moustapha et Paul Atangradji, 2 conseillers spéciaux à la présidence de la République, figurent également dans cette délégation officielle Luc Sindioum et le contre-amiral Joseph Fouda, en plus du directeur du cabinet civil Martin Belinga Eboutou et du chef du protocole Simon-Pierre Bikele. 2 ambassadeurs camerounais accompagnent le chef de l'État pour cette Assemblée générale qui se tient à New York, Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui se tient du côté de New York. Et avant son départ, le chef de l'État n'a accordé qu'une seule audience à son secrétaire général de la présidence de la République, lui qui a instruit le Premier ministre d'accélérer le processus de clôture du contrat d'affermage avec les Marocains, actionnaires majoritaires de l'entreprise de distribution de l'eau au Cameroun. En 2018, les Camerounais ne vont plus consommer l'eau de la CDE. Cependant, l'annonce de la reprise de ce service par la Camouata augure-t-elle une eau de meilleure qualité pour les Camerounais? Élément de réponse avec Étienne Pascal Azégué. Les robinets de la Camerounaise des eaux sont en train d'être définitivement fermés. Une correspondance du secrétaire général à la présidence de la République, adressée au ministre de l'eau et de l'énergie, indique que le cabinet Okala Ahanda et associés a été désigné pour en finir avec le dossier CDE. Cette décision prise par l'exécutif camerounais rentre juste dans les canaux usuels en cas d'échec d'une structure face à son cahier de charges pour l'économiste Martin Ongba. Je pense que, ayant constaté que ça ne marche pas, c'est ce qu'il faut faire. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais moi je pense personnellement que le chef de l'État a bien réagi. Et ce serait mieux que ça suive pour les autres entreprises. Quand on se rend compte que les résultats attendus et escomptés ne sont pas là, mieux faire pour que ça marche. La même correspondance du secrétaire général à la présidence de la République relève que le cabinet retenu devrait assurer la reprise du service affermé par Camwater, tout en s'occupant de la gestion des questions post-contractuelles potentielles pour une durée de 12 mois. Le job
description du cabinet Aranda est donc claire. Leur mission, c'est tout simple, arrêter le contrat, c'est-à-dire arrêter le contrat dans les meilleures dispositions telles que cela est prévu par les accords, et deuxièmement, faire une évaluation pour que le bébé qui sera transmis à Camwater soit transmis avec tous les contours financiers et budgétaires qui s'imposent. Il y a donc là une opportunité à saisir pour l'expertise locale avec le départ annoncé de la CDE. Comment pourriez-vous comprendre que l'on dise qu'au Cameroun, pour qu'on vende l'eau qui n'est pas produite par la CDE, qu'on ait l'obligation de ramener une société étrangère. Cela voudrait dire qu'au Cameroun, il n'y a pas de Camerounais capables de gérer, de commercialiser l'eau. Il faut tout de même reconnaître que cette décision du secrétaire général à la présidence de la République survient un peu plus de 2 semaines après la date butoir fixée par le chef de l'État Paul Biya pour la mise en place des mesures devant aboutir à la fin du contrat effectif entre le Cameroun et la Camerounaise des eaux. Je vous le disais en titre, le gouvernement reconnaît les dysfonctionnements qui ont émaillé le processus de sélection des malades bénéficiaires d'une prise en charge médicale gratuite sur un bateau humanitaire accosté à Douala, un manque de transparence, une insuffisance criarde de communication, un mauvais accueil de ces malades présélectionnés. Tout cela a provoqué une grogne sociale au point de susciter le désespoir de guérison chez ces Camerounais. Placé sur le banc des accusés, le ministre de la Santé publique veut sauver sa tête et se racheter. Il annonce que de nouvelles technologies vont être mises à la disposition pour faciliter l'accès à l'information. Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Quand on donne les messages, que les gens soient rassurés, on sélectionne tous ces numéros qui sont enregistrés, ils font comprendre aux gens, tu restes le message, vient que bon madame, vous êtes sélectionné pour 2018, vous êtes sélectionné pour le mois de décembre, oui, le travail sera mieux fait, il y aura moins de panique. Alors qu'ils s'enregistraient dans les différents districts de santé pour être éventuellement pris en charge dans le bateau hôpital Merci Chip, ces malades avaient donc été informés qu'ils seront joints au téléphone pour savoir s'ils sont éligibles ou pas. Des semaines après le début effectif des soins, plusieurs d'entre eux ne savent toujours pas ce qu'il en est de leur situation. Confrontés à leur colère, André Mamafouda reconnaît qu'il y avait mieux à faire et promet d'user d'autres moyens pour les Il y a des numéros de téléphone qui ont été donnés qui ne sont plus actifs. Donc, on peut avoir des difficultés, mais le pourcentage jusque-là n'est pas important. Mais c'est pour cela que le comité technique qui travaille, où il y a effectivement ceux qui sont chargés d'amener ces patients vers nous, ce comité technique se réunit chaque semaine à Douala et à Yaoundé, et je pense que nous allons tout faire pour que nous évitions que des personnes qui ont été retenues ne soient pas à Douala à temps. Pourquoi à temps? Nous courons le risque effectivement d'avoir des loupés. Donc c'est une préoccupation constante que quand nous avons le spécialiste, je ne sais pas, peut-être pour la chirurgie plastique, que tous nos malades qui ont été retenus pour la chirurgie plastique soient acheminés. Je pense que, comme le net existe, je vais mettre l'ensemble sur le site web du ministère de la Santé, ce qui permet que les uns et les autres peuvent vous suivre, et ce qui permet même aussi à ce que si jamais quelqu'un vous dit « j'étais », vous pouvez consulter. Je crois que c'est une approche qu'on peut prendre. On va le faire dès demain matin. Le ministre de la Santé publique a profité de son échange avec la presse à Douala pour indiquer que, en raison de la logistique limitée et du temps qui est imparti au bateau humanitaire, les effectifs des malades à prendre en charge sont limités. Pour l'instant, Merci Chips est au Cameroun pour 10 mois. Les opérations qui sont réalisées par Merci Chips se réalisent à très petite échelle parce que le nombre de spécialistes que nous avons et autres n'a pas permis jusque-là de prendre en charge tant de cas en même temps. Il y a des personnes qui ont été notées mais qui ne sont pas aujourd'hui enregistrées, ne sont pas appelées alors qu'ils ont bien été notés dans leur district de santé, c'est un premier cas. Et il y a des personnes qui n'ont peut-être pas cru ou bien qui n'ont pas été au courant et qui se présentent aujourd'hui et qui veulent être enregistrées, mais nous leur disons non, pour l'instant, le fichier est plein. Donc nous allons donc apprécier, suivant les cas de désistement ou d'autres cas de force majeure, pour les enregistrer. Je crois que la réponse est claire là-dessus. André Mamafouda affirme toutefois que tous les cas qui ne seront pas pris en charge par la mission Merci Chip seront retenus pour d'autres opérations menées par le ministère de la Santé publique en collaboration avec des organisations non gouvernementales. Après les révélations fracassantes
d'Equinox Télévision sur les défaillances dans le processus de prise en charge gratuite des malades sur ce bateau médicalisé. Vous l'avez suivi, le gouvernement vient de céder à la pression des milliers de malades camerounais laissés pour compte et ignorés lors de la première sélection des bénéficiaires de cette opération humanitaire. Inquiet de l'impopularité grandissante de cette initiative, le gouvernement annonce que près de 12 000 malades sont désormais susceptibles d'être pris en charge de façon gratuite. Cependant, d'autres critères ont été élaborés. Un accent particulier a été mis sur certaines maladies. Innocent Abega et Flavien Dongo font également le point sur les premiers malades qui ont trouvé la guérison dans le cadre de cette opération. Reportage. Alors que 6 000 malades avaient été sélectionnés pour être pris en charge dans l'opération Merci Chips, le nombre a finalement été revu à la hausse par les membres du gouvernement suite à la pression exercée à travers des manifestations par des recalés. Parti en effet d'un objectif de 6 000 patients à prendre en charge. Les projections se situent aujourd'hui à plus de 12 000 malades ciblés, essentiellement constitués de personnes en situation de forte détresse sociale et particulièrement exposées aux affres de la pauvreté. Un mois après le processus, des malades continuent de frapper à la porte de l'espoir, mais en vain. Si les membres du gouvernement rappellent la fin des enregistrements des malades, reste que les portes du bateau hôpital sont ouvertes uniquement pour les victimes des fistures obstétricales. Il s'agit d'une occasion unique où on peut en opérer 500, que nous comptons sur chaque Camerounais susceptible de connaître une femme qui souffre de cette pathologie et qui peut retrouver sa dignité. Le bilan du premier mois sur les 10 que le bateau hôpital va passer au port de Douala prévoit 30 personnes déjà traitées, dont 14 qui ont rejoint leur domicile. Sur les 30 malades opérés, 14 ont eu l'autorisation de retourner à leur domicile respectif. Les 16 autres continuant de suivre les soins post-opératoires au Hope Center basé à l'hôpital de district de Nilon, ici à Douala. Au-delà de la prise en charge des patients souffrant de maladies rares qui rentrent dans les missions des médecins du bateau hôpital, 496 infirmiers et 21 médecins chirurgiens bénéficieront des formations dans le but d'assurer la prise en charge des patients pendant et après le départ des spécialistes venus d'ailleurs. Renforcement des capacités parmi les compétences locales. S'agissant de la réhabilitation des infrastructures sanitaires, celles-ci sont entièrement financées par Merci Chips pour un coût total de 1 500 000 $ américains. La réhabilitation de certains services de formation sanitaire devant accueillir des malades opérés au sein du bateau hôpital rentre aussi dans les actions de l'opération Merci Chips. Une question brûle les lèvres des Camerounais durant cette conférence donnée par 3 membres du gouvernement où est passé le ministère des Affaires sociales pour encadrer les différents cas sociaux évoqués, enregistrés durant cette opération sur le bateau humanitaire Merci Chips. C'est sa collègue du gouvernement en charge de la famille et de la promotion de la femme, Catherine Abena, qui répond justement de l'absence du ministre des Affaires sociales dans cette opération humanitaire. Elle explique que ce n'est pas le rôle du MINAS de prendre en charge les malades. Je vous propose d'écouter le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille qui répond au nom du ministre des Affaires sociales absent durant cette conférence de presse donnée à Douala. Je voudrais vous rappeler qu'il s'agit du ministère des Affaires sociales. Il ne s'agit pas du ministère des malades handicapés. Il s'agit du ministère des Affaires sociales et c'est transversal. Donc, quand il s'agit d'un malade, je pense que ça relève du domaine du ministre de la Santé. Et nous avons aussi des malades qui s'adressent à nous, parce que nous sommes au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Donc, le ministère des Affaires sociales ne peut pas enregistrer les malades. Et d'ailleurs, je peux vous dire que les hôpitaux de la République ont un service social. Donc, il y a un travailleur social, parfois deux, qui exerce au sein d'une formation sanitaire en cas d'indigence, en cas de problèmes sociaux de quelque nature que ce soit. Donc il y a déjà cela. Donc le ministère des Affaires sociales ne saurait se transformer en enregistrement des malades indigents parce que quelqu'un qui est malade, que la personne soit valide ou invalide, s'oriente vers une formation sanitaire. Donc il est difficile que le ministère des Affaires sociales s'exerce, entraîne dans l'enregistrement
des malades, handicapés, indigents. Et d'ailleurs, nous avons aussi le centre cardinal pour les mines légers qui s'occupe déjà de cette catégorie de personnes. Donc vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le ministère des Affaires sociales ait le fichier. La mission Mercyship concerne tous les Camerounais, elle ne s'adresse pas uniquement au ministère des Affaires sociales. Donc, et c'est tout le monde qui est malade, qu'on soit valide ou invalide. La maladie touche tout le monde. Et il n'y a pas que des indigents qui tombent, il n'y a pas que des handicapés qui tombent malades. Donc, ça ne relève pas uniquement du ministère des Affaires sociales. On ne peut pas, il ne peut pas faire ce travail-là. Cette opération de prise en charge médicale gratuite des Camerounais suscite un tollé de réactions dans la classe politique. À suivre dans ce journal, le ministre de la Communication du shadow cabinet du SDF, Jean-Robert Wafo, qui va décrypter et analyser la réaction du gouvernement à ce sujet. Dans le reste de l'actualité, le directeur général adjoint du FMI ignore les inquiétudes du secteur privé concernant le programme de redressement économique du Cameroun, alors que le JICAM redoute une plus grande pression fiscale en 2018 en rapport avec les réformes économiques et structurelles annoncées. Le gendarme financier s'est contenté de rassurer le secteur public sur le maintien des salaires des fonctionnaires. Reportage, Marcelin Gansop. Le directeur général adjoint du FMI arrive au Cameroun 3 mois après la décision du conseil d'administration approuvant en faveur de notre pays un accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit d'un montant d'environ 666 millions de dollars, de l'argent destiné à l'accompagnement du programme des réformes économiques et financières et dont la finalité est d'aider le Cameroun à rétablir la viabilité extérieure et budgétaire et à jeter les bases d'une croissance durable, tirée notamment par le secteur privé. La visite de Mutsuhiro Furusawa sonne donc comme une assurance, au moment où des voix se lèvent de plus en plus pour critiquer le nouveau programme conclu avec le Fonds monétaire international. Donc on a discuté de plusieurs choses, de la situation économique et de politique économique, et on est d'accord sur l'importance de l'exécution du programme actuel pour accélérer le développement, pour accélérer les réformes et l'importance de l'assainissement des finances publiques. Avec le Premier ministre, mais également les ministres en charge de l'économie et des finances. Le numéro 2 du FMI a salué la résilience dont le Cameroun fait montre devant le triple choc du ralentissement de la croissance, du rétrécissement de ses marges de manœuvre budgétaires et de l'augmentation rapide de sa dette publique. Balayant du revers de la main les craintes des Camerounais, le directeur général adjoint du FMI rassure que les emplois et les salaires de la fonction publique ne souffrent de rien, confortant ainsi le gouvernement qui s'est employé difficilement à passer le message de l'espoir au lendemain de la décision du conseil d'administration du FMI du 26 juin 2017. La visite de Mutsuhiro Furusawa fait suite à la mission des services du FMI du 22 au 29 août dernier. Mission au terme de laquelle le chef de délégation constatait que la croissance économique pour 2016 a été révisée à la baisse de 4,7% à 4,5%, en raison principalement de la diminution de l'activité dans le secteur pétrolier. Néanmoins, les projections des services du FMI faisaient état de ce que les perspectives de croissance restaient positives, avec un rebond graduel à compter de 2018. L'Union des populations du Cameroun commémore l'assassinat d'un héros national, Oumniobé, l'un des pères fondateurs de ce parti nationaliste. Et une stèle a été érigée sur le site où cet épisode douloureux de l'histoire du Cameroun s'est produit. Et les cadres de l'UPC annoncent que des procédures sont en cours pour le rapatriement de la dépouille d'Abel Kingé. Des précisions avec Élisée Bogba et Guy Zogo. Les martyrs de l'UPC sont à l'honneur cette semaine et ils sont à juste titre célébrés. D'abord, la figure la plus illustre d'entre eux, Ruben Oumniobé, au sujet duquel une stèle vient d'être érigée à Libé-Lingoy, lieu où il trouva la mort le 13 septembre 1958. Il faut savoir que Oumniobé n'appartient pas à un parti politique.
Oumniobé est le patrimoine du peuple camerounais. À ce titre, quelle que soit votre appartenance politique, vous pouvez célébrer la mémoire de Oumniobé parce que c'est un signe, c'est un gage de l'amour pour notre pays. C'est l'occasion d'appeler à en tirer les leçons pour l'avenir. Nous devons pouvoir regarder dans le passé pour aiguiller le futur. Ruben Oumniobé a porté des combats nationalistes nobles. Pour cela, la mémoire collective doit lui rendre hommage. Le devoir de mémoire qui est le nôtre devrait être renforcé dans notre système d'éducation, afin que nos héros soient identifiés comme tels dans la représentation sociale. Cependant, le passé n'est pas entièrement oublié, avec quelques pics à l'endroit de la France. Le consul de France et l'ambassadeur de France ont refusé de venir. Ça veut dire qu'ils savent très bien qu'ils ne pouvaient pas prendre courageusement le discours de demander pardon. Et quand quelqu'un ne demande pas pardon, il n'est pas prêt à reparer. Et c'est clair que nous avons encore du combat à mener sur le terrain. La résistance est de mise. Loin de toute polémique, la famille Oumniobé appelle plutôt à s'inspirer des figures du combat nationaliste camerounais. La famille Oumniobé veut en ce 13 septembre 2017 rendre hommage à toutes les âmes vivantes qui ont animé ce symbole qui manque tout le temps à nos jeunesses politiques. Outre Ruben Oumniobé, la dépouille d'Abel Kingé, autre figure historique de l'UPC, est en voie d'être rapatriée au Cameroun. La personne d'Abel Kingé le mérite. C'est un de nos martyrs, un des plus grands, un responsable de l'UPC au plus haut niveau, mais qui a combattu non seulement pour l'indépendance, mais aussi pour la réunification du Cameroun. Pour le moins, le cru 2017 de la Semaine des Martyrs s'est voulu danse et rond en bouche. En sport, le Cameroun qui tombe aux portes des demi-finales de l'Afro-Basket. Les Lions indomptables de cette discipline sportive ont été éliminés par le Nigeria au quart de finale. Le Nigeria, champion d'Afrique en titre, se hisse désormais dans le dernier carré. Les Lions indomptables du basketball éliminés en quart de finale ce jour à Tunisie lors de cette Afro-Basket édition 2017. Un public reportage avant la deuxième partie de ce journal. Advance Cameroun récompense le mérite de ses employés. La microfinance de deuxième catégorie fête son 10e anniversaire. Elle a également organisé une cérémonie de remise des médailles d'honneur du travail, une occasion pour les dirigeants de réitérer leur volonté d'assurer un service de qualité pour la satisfaction de leurs différents clients. Reportage. « 10 ans au Cameroun, 10 années d'un travail bien fait. Advance, la microfinance agréée de deuxième catégorie, a célébré l'événement dans la ville de Douala en compagnie des autorités administratives, au rang desquelles le préfet du département du Vouri. La clientèle de la microfinance était également de la fête. Les employés, qui travaillent avec abnégation depuis le début de cette aventure en 2007, ont été récompensés avec des médailles d'honneur de travail. Monsieur Yepeswe Chenge Majlan, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous décernons les médailles d'honneur du travail en vermeil et en argent. À mes employés, je leur dis qu'ils sont, par leur travail quotidien, par leurs efforts, depuis 10 ans, le socle du développement et de la réussite d'Advance Cameroun. À nos clients, je veux leur dire que ces 10 ans, cette célébration est la confirmation que Advance Cameroun est un établissement de microfinance solide qui s'est imposé comme l'un des leaders sur ce marché et dans lesquels ils peuvent avoir confiance dans notre capacité à continuer à développer des produits qui répondent à leurs attentes. Avec le call center que nous venons tout juste de lancer, qui leur permettra de poser leurs besoins sur nos services avec une réponse rapide et une prise en charge appropriée. Nous avons également développé des services pour nous rapprocher de cette clientèle basée sur la finance digitale, avec un service de collecte mobile sécurisé en temps réel sur les marchés, où le compte des clients est impacté en temps réel sur notre système d'information. Chez Advance, la qualité du service est assurée et les clients l'ont compris. J'ai été satisfait par l'accueil des personnels d'Advance Cameroun. Grâce à Advance Cameroun, j'ai pu envoyer mon fils à l'école qui soutient la licence cette année.
Cette fidélité de la clientèle est donc le résultat d'un travail bien fait par des employés compétents. Nous organisons des recrutements essentiellement orientés vers les jeunes diplômés, des recrutements avec des procédures objectives. Et à la suite de leur intégration, nous avons des formations, nous investissons essentiellement dans les formations des jeunes. La sérénité qui règne chez Advance Cameroun est également due à la garantie d'un profil de carrière pour les employés. J'ai commencé à Advance le 12 mars 2007 comme caissière. Et après, je suis passée chef caisse. Par la suite, je suis montée comme superviseur en agence. Et aujourd'hui, je suis superviseur back-office du siège. Et moi, je suis entrée à Advance Cameroun en mars 2007 comme chargée de clientèle. Ensuite, je suis passée formateur chargé de clientèle 2 ans plus tard. Fonction que j'ai occupée pendant 3 années. Et après cela, je suis passée à la direction d'agence comme agent directeur d'agence en 2012 et directeur d'agence en 2015. Pour mes collègues, tout d'abord, je les encourage à maintenir l'effort parce qu'ils sont dans une entreprise qui a des valeurs et qui les respecte, notamment la transparence, le professionnalisme. Ça veut dire que pour tous ceux qui travaillent dur et qui ont du mérite dans leur travail, ils se verront récompensés tout comme nous au fil des années. Même les autorités administratives sont conquises par la qualité du service fourni par Advance Cameroun. La variété de sa clientèle, la spécificité de ses produits et la variété de son actionnariat. Le respect de la clientèle et du code du travail qui sont rigoureusement appliqués chez Advance trace des horizons meilleurs pour cet établissement de microfinance de 2e catégorie qui vient de récompenser une douzaine de ses employés. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau le ministre de la Communication du Shadow Cabinet du SDF, Jean-Robert Wafo. Bonsoir. Bonsoir Céline Moufélé, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Vous venez de suivre cette sortie de 3 membres du gouvernement sur cette opération humanitaire de prise en charge médicale gratuite des Camerounais. Quelle est votre analyse des explications du gouvernement sur ces dysfonctionnements relevés jusqu'ici? D'abord sur la forme, quand j'ai vu ces images, vraiment, je me suis posé un certain nombre de questions. Lesquelles? 3 membres du gouvernement pour aller, n'est-ce pas, tenir des discours, n'est-ce pas, pour ce genre d'événement que j'apprécie d'ailleurs parce qu'il faut également dire que c'est une opération qui est salutaire parce qu'il y a plein d'indigents comme les gens qui souffrent énormément et à partir du moment où on n'a pas de plateau technique, c'est tout à fait normal qu'il y ait des initiatives pareilles. Mais maintenant, ce qui choque, c'est la présence des 3 membres du gouvernement. On n'en avait pas besoin. On n'en a pas besoin. C'est comme s'ils n'ont rien à faire à Yaoundé. Ils disent absolument rien, ils n'ont rien à faire, sauf à croire que, bon, ils profitent à chaque occasion pour faire des missions et pour également avoir, par voie de conséquence, n'est-ce pas, des frais de mission. Moi, ils n'ont rien à faire. Et ce qui m'a le plus surpris également, c'est la communication de la ministre des Affaires sociales. Ministre de la promotion de la femme et de la famille. Une communication désastreuse. Parlait au nom de la ministre des Affaires sociales, absente, sur le fait que le ministère des Affaires sociales ne soit pas intervenu dans le processus d'encadrement de ces différents cas sociaux. Mais c'est déplorable. C'est déplorable. Parce que c'est le ministre des Affaires sociales, je veux dire le ministère des Affaires sociales, qui devait recenser les cas graves, les cas, par exemple, graves qui préoccupent les indigents. C'est les affaires sociales qui sont en charge de cela. Quand vous venez par exemple à la mairie parfois choisit d'accorder généralement une aide en fonction, n'est-ce pas, du degré de votre indigence. Donc on ne peut pas comprendre que dans une opération pareille, que le ministère des Affaires sociales ne soit pas en front line. Ça ne se comprend pas. Et moi je dis, fort heureusement, bon, le ministre... collègue du gouvernement estime que c'est le ministère de la Santé qui doit s'occuper, piloter toute l'opération. Est-ce que vous pensez qu'une opération aussi importante, où plus de 6000 malades doivent être pris en charge de façon gratuite avec des cas de maladies graves, seul le ministère de la Santé publique doit intervenir, avec le ministère des Transports aussi pour, bien sûr, permettre aux malades dans différentes régions du Cameroun de pouvoir se retrouver à Douala? Est-ce que cela est suffisant, selon vous? Je dis et je répète, d'ailleurs je m'attelle d'ailleurs, le ministère des Affaires sociales devrait avoir un rôle prépondérant dessus. Imaginez, d'abord, le nombre est limité, c'est-à-dire le nombre de prises en charge est limité. Ce qui fait que si 2 patients, par exemple, sont malades et que l'un est plus indigent que l'autre, qui doit trancher?
c'est le ministère des Affaires sociales, en fonction du volume du portefeuille de chacun. Si par exemple quelqu'un qui dispose d'une fortune énorme a le même problème que quelqu'un qui est indigent, mais il appartient au ministère des Affaires sociales de dire que voici un indigent, je crois qu'il doit être pris en priorité par rapport à celui qui est nanti. C'est simple. C'est très simple ce que je suis en train donc de dire. Donc c'est un manquement grave. Et moi je dis, dans un pays normal, ça il faut qu'on dise ici clairement, une telle déclaration, à défaut, n'est-ce pas, de la démissionner, elle devrait tout simplement démissionner. Justement, parce qu'on ne sait pas à quoi elle sert finalement. Jean-Robert Wafo, il y a un problème aussi sur les moyens de communication sur cette opération. On a vu plusieurs malades indigents qui avaient du mal à se retrouver sur le site de sélection définitive des malades, estimant qu'ils n'ont pas reçu de coup de fil, un coup de téléphone pour pouvoir les prévenir, les rassurer sur la sélection de leur cas. Comment analysez-vous le processus concernant la communication et la prise en charge? Il est évident que la communication était mauvaise. Et puis, bon, M. Sédit Moufélé, ça ne devrait pas vous surprendre parce que le Cameroun est une curiosité planétaire. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ça ne devrait pas vous surprendre. Et bon, en matière de communication, on a été servi par le ministre de la Communication, M. Issa Thioro Bakari, qui n'a pas raté une fois de plus l'occasion de grésiller dans les télévisions. Justement, Jean-Robert Wafo, vous faites partie de l'exécutif municipal à Douala 2e et vous avez suivi cette sortie de la communauté urbaine de Douala concernant les recettes de cette communauté urbaine pour moderniser la métropole économique de Douala. Et la communauté urbaine qui estime que ces recettes évaluées à environ 60 milliards de francs CFA sont insuffisantes pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. D'abord, comment est-ce que se constituent les recettes de cette collectivité territoriale décentralisée? Non, mais les recettes, vous verrez qu'il y a des recettes de fonctionnement ainsi que des recettes d'investissement. Bon, c'est plusieurs lignes budgétaires, avec entre autres, par exemple, je peux parler de la taxe foncière, des droits de propriété, des droits de mutation sur les propriétés immobilières, des centres nationaux communaux, des droits de place sur les marchés, etc., etc. Il y a plein de lignes budgétaires consacrées à cet effet. Bon, maintenant, quand le délégué du gouvernement dit qu'il faut que les 60 milliards de francs CFA de recettes par an ne permettent pas de résoudre le problème global de la ville de Douala, je ne peux pas lui donner le tort, il faut avoir cette honnêteté. Parce que c'est vrai qu'il est difficile, il n'est pas du tout aisé de savoir les besoins exacts de la ville de Douala. Mais si l'on s'en tient, n'est-ce pas, je veux dire que les experts, je veux dire nos partenaires internationaux estiment que les besoins en infrastructure, en équipement et en services urbains de la ville, je veux dire de la ville en général, d'une ville quelconque, doivent se chiffrer à hauteur de 7% du PIB, donc du produit intérieur brut de cette ville. Bon, rapporté donc à la communauté urbaine, vous comprenez très bien que si l'on s'en tient aux chiffres déclinés par l'Institut national de la statistique, qui chiffre le PIB de Douala à 3070 milliards, ça c'est les chiffres donc de 2011, on se rend évidemment compte que pour qu'une ville de Douala puisse, n'est-ce pas, satisfaire les besoins en équipement, en infrastructure... Pour près de 3 millions d'habitants 3070 milliards de francs CFA, c'est le PIB de la ville de Douala. Ça veut tout simplement dire que 7% de ce PIB, ça revient à 321 milliards de francs CFA. Ça veut dire que par an. Ça veut dire que si on veut vraiment satisfaire les besoins, les différents besoins de la ville de Douala, qui a un produit intérieur de 3070 milliards, il faut consacrer 7% à cela. Et 7% de 3070 milliards, ça fait 321 milliards environ. Bon, cependant, lors du dernier conseil de la communauté urbaine, le préfet du Vouri a déploré la sous-consommation des crédits mis à la disposition de la communauté urbaine. Même ces 60 milliards, quelle appréciation, vous qui êtes maire, comment vous appréciez la façon dont ces fonds sont gérés et les projets destinés à être financés dans la ville? Non, mais c'est quand même surprenant qu'une institution comme la communauté urbaine ait ce qu'ils appellent excédent budgétaire. Pour moi, ce n'est pas un excédent budgétaire, c'est plutôt un solde budgétaire positif, parce que pour qu'il y ait un excédent, il faut qu'il n'y ait pas de reste à payer et que les recettes prévisionnelles soient atteintes. Donc, vous irez là-bas, il y a les restes à payer. C'est quand même également surprenant que dans les villes comme Douala, qui a énormément de besoins, et on a comme impression que la communauté urbaine a démissionné de ses missions, que
le délégué du gouvernement puisse dire une chose pareille. Parce que, voyez-vous, quand je dis, j'ai l'habitude de dire que la décentralisation est mornée dans ce pays, M. Sédine Noufélé. Et pour quelle raison, selon vous? D'abord, du fait de l'absence de volonté politique au sommet de l'État, et ensuite du fait des hauts fonctionnaires. Comment elle impacte du fait des hauts comme fonctionnaires, Douala? je vais vous dire, du fait des hauts fonctionnaires qui ont transformé la manne financière de l'État en leur mamelle nourricière. Prenez, depuis 2004, année où il y a eu les premières lois sur la décentralisation, un ensemble de textes ont été signés. Mais vous allez vous rendre compte que la communauté urbaine est la plus privilégiée parmi toutes les collectivités territoriales décentralisées. Parce que les collectivités territoriales décentralisées, c'est quoi? C'est les mairies, c'est les régions, donc c'est les conseils régionaux et c'est la communauté urbaine. Mais voyez-vous, dans une ville comme Douala, M. Sédine Noufélé, est-ce qu'il est normal que quand on prend les recettes cumulées, quand on prend les recettes de la communauté urbaine, 65 milliards de francs CFA, et les recettes des communes d'arrondissement cumulées par an, ça atteint à peine 10 milliards de francs CFA. Vous trouvez ça normal? Mais ces fonds écoutez, je suis désolé. Ne sont pas destinés, ne sont-ils pas destinés à développer la ville dans les différents arrondissements? Mais je suis désolé, il faut déconcentrer, il faut respecter la loi. Quand les décrets sont pris, c'est d'application immédiate, il faut que ce soit clair là-dessus. Et moi, j'invite le contrôle supérieur de l'État, ainsi que la CONAC, à faire un tour du côté de la communauté urbaine. Parce que ce qui se passe là-bas est très grave. Et je le dis sur ce plateau, et j'assume ce que je dis. Parce qu'il n'est pas du tout normal qu'une communauté... Regardez les décrets qui ont été pris. Il y a le décret de 2011, M. Sédine Noufélé, fixant les modalités de transfert par l'État de certaines compétences aux communes d'arrondissement, notamment en matière de commerce. Que dit l'article 13 alinéa 1 de ce décret? La commune gère les marchés installés sur son territoire. Depuis 2015 que ce décret a été pris, signé par le Premier ministre, qui gère les marchés, qui gère les grands marchés? C'est toujours la communauté urbaine. On a suivi le gouvernement trancher cette question. Le marché central de Douala, dont vous faites mention implicitement à Douala 2e, reste une propriété de la communauté urbaine et que seuls les marchés de proximité doivent être gérés par les communes d'arrondissement. Pourquoi cette bataille continue d'exister? Écoutez, il faut bien savoir, et je vais vous le dire, je n'ai pas l'habitude de donner des berceuses à ceux qui nous gouvernent. Je vais dire une chose, une décision d'un ministre n'est pas au-dessus d'un décret. Ce décret du Premier ministre, c'est lui qui a pris ce décret. Alors, si un arrêté ministériel, encore qu'il n'y en a pas du tout, c'est une prise de position verbale. Si un arrêté du ministre va contre, ou une prise de position du ministre va contre le décret, ça veut dire qu'on doit mettre ça de côté. Parce que dit le décret, la mairie, la commune gère les marchés installés sur son territoire. Monsieur Sédine Noufélé, je sais très bien que vous avez fait une très bonne école. Ça, je le sais. Je l'ai recoupé. Installé a pour synonyme quoi? Disposé, établi, construit, aménagé, situé. Mais quand on dit que la commune gère les marchés installés sur son territoire, ça veut dire que c'est la commune d'arrondissement. Première chose. Deuxième chose, vous avez posé la question de savoir pourquoi les ministres s'accrochent tant. Et je vais vous le dire. Ils s'intéressent plus au fonds détourné dans les marchés. Est-ce que vous pouvez imaginer que la commune, en termes de droit de place sur les marchés, géré par la communauté urbaine, le produit de ce droit de place, c'est de 575 millions de francs CFA. Alors qu'en 2000, je dis bien en 2006, quand le délégué du gouvernement arrivait, donc quand il est arrivé en 2006, il y a un rapport portant évaluation des équipements marchands dans la ville de Douala. Ce rapport faisait état de ce que, en termes de droit de place sur les marchés, et je le dis ici clairement, que les droits de place sur le marché devait rapporter 1,308 milliard. On a 575 millions de francs CFA. Vous comprenez donc très bien que l'argent qui est distrait va dans des nébuleuses. Justement, qui trouvent même des excroissances à Yaoundé. Première chose. Que faut-il faire? Deuxième chose. Il y a une plateforme qui a été mise en place avec les mairies d'arrondissement et la communauté urbaine. Est-ce qu'elle résout le problème pour mieux développer la ville? Au-delà des espaces marchands, il y a les routes, il y a les infrastructures de base que les populations attendent. Que faut-il faire pour pouvoir résoudre ce problème avec ce budget de 65 milliards déjà disponible? D'abord, il faut respecter les textes. Je vous parlais des droits de place sur les marchés. Il y a autre chose, des centimes additionnels communaux. Je parle toujours du décret. Je vous dis, M. Sédine Noufélé, des individus, tapis dans l'homme, ont décidé que le Premier ministre devienne la serpillière de la République. Je prends le deuxième décret. Le décret de 2011,
fixant les modalités de centralisation, de répartition et de reversement des impôts communaux soumis à péréquation. Au chapitre 2, dans article 6, alinéa 5, qu'est-ce qu'on dit, M. Sedine Moufele, pour que vous essayez de comprendre que les gens ont brisé, ne veulent pas que la décentralisation prenne corps. On dit sur la quote-part des centimes nationaux communaux alloués aux communautés urbaines. 40% doivent être reversés aux communes d'arrondissement, de rattachement. M. Sedine Moufele, je le dis ici clairement, la communauté urbaine a 35 milliards de francs CFA de CAC que le MINFI, le ministère des Finances, envoie en direct. Vous savez à combien se chiffrent les CAC cumulés, les centimes nationaux cumulés de toutes les 6 communes de Douala? Ça n'atteint même pas 1 milliard de francs CFA. Pourtant, ce décret dit 40% alloués des centimes nationaux alloués aux communautés urbaines doivent être reversés aux communes d'arrondissement. 40% de 35 milliards, ça fait 14 milliards de francs CFA, monsieur Sedine Moufele. 14 milliards de francs CFA répartis entre les différentes communes, entre les 6 communes de rattachement. Ça fait 2 milliards 300 millions par commune. Il n'y a aucune commune de Douala qui a des recettes annuelles de 2 milliards 3. Merci. Et je dis ceci. En quelques mots. Oui, je vais chuter pour dire ceci. Au niveau de Douala, je veux bien savoir ce que fait la communauté urbaine avec son argent. Parce que tous les travaux qu'on voit là, je dis, la communauté urbaine n'est impliquée en rien là-dedans. Et il faut que ce soit su. Parce que dans le cadre du budget d'investissement public, dans le chapitre consacré au ministère de l'Habitat et du Développement urbain, pour le compte d'exercice 2016, vous savez combien on a prévu? Par exemple, en matière de projet d'assainissement fluvial, qui fait l'objet d'un financement extérieur, on a ouvert, c'est-à-dire il y a une action à engager de 15 milliards de francs CFA et on a ouvert un crédit de paiement de 15 milliards de francs CFA en 2016. Où est-ce qu'on en est? On est en 2017. Ensuite, en matière de construction, dans le programme de la construction de la voirie urbaine, vous savez combien le ministère du Développement, donc de l'Habitat et du Développement urbain, a consacré pour Douala? 52 milliards de francs CFA d'actions engagées. Je vous en prie, je dis ceci, j'ai dit 52 milliards de francs CFA pour le compte d'exercice du BIP 2016 du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, et les crédits de paiement qui ont été ouverts étaient de l'ordre de 14 milliards 377 millions de francs CFA. Qu'est-ce qu'on en a fait? C'est pour ça que, écoutez, quand la communauté urbaine dit qu'elle fait des routes, c'est pas elle qui fait des routes. Merci Jean. Ceux qui font les routes, c'est les partenaires au développement. Je suis par là. C'est les partenaires au développement. C'est-à-dire que c'est le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, c'est le ministère des Travaux publics en termes d'entretien des voies. Les partenaires internationaux. Les partenaires internationaux. Dites-moi donc ce qu'on fait à la communauté urbaine avec 65 milliards de francs CFA par an. Je rappelle que vous êtes ministre de la Communication du shadow cabinet du SDF. Donc, une fois de plus, j'invite des adjoints au maire de la commune de Douala. Une fois de plus, j'insiste. Il faudrait que la CONAC passe là-bas, parce que tout conspiratisme... Restez sur Equinox Télévision pour suivre un regard social qui s'intéresse à un cas assez préoccupant, celui d'une femme qui porte un ventre ballonné depuis de nombreuses années. Sa famille l'attribue à une grossesse, d'aucuns parlent de mysticisme. Et ce soir, regard social, Eric Kouamo, ils vont démystifier cette affaire. Restez sur Equinox Télévision. Bonne soirée sur cette antenne.